Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Mag Magique. Cette fois-ci, on va parler des effets magiques d'invulnérabilité et d'insensibilité à la douleur. Je vous expliquerai ensuite le forçage Patéo, qui est une méthode très ingénieuse pour forcer une carte ou même un objet, et dont on verra quelques subtilités. Et enfin, je vous présenterai, un peu comme la dernière fois, quelques achats de magie que j'ai fait récemment. Alors go, on commence tout de suite, après le générique bien sûr. Dans notre série sur la classification des effets magiques, on a parlé la dernière fois des effets d'évasion, l'escapologie, et on avait bien sûr parlé de Harry Houdini, le grand maître en la matière. La fois d'avant, on avait parlé de la maîtrise du feu, tout un programme là aussi. Et bien cette fois, on va voir en détail les effets d'invulnérabilité, et vous verrez qu'on va refaire le lien avec ces deux précédentes vidéos. L'invulnérabilité, c'est la capacité à être invulnérable, donc à ne pas pouvoir être blessé physiquement. Donc dans ce type d'effet, on va retrouver tous les effets de violence physique, comme encaisser un coup de poing, résister au feu, être transpercé par des objets ou même par des humains aussi. On peut citer également le fameux tour où le magicien se fait tirer dessus et ressort la balle entre ses dents. Tous les effets d'insensibilité à la douleur aussi, comme tous les tours de fakir, de sabre ou d'épée, la marche sur le feu, etc. Dans tous les cas, le magicien en ressort indemne, évidemment. Alors je ne sais plus si je l'ai dit dans les premiers épisodes de cette série, mais dans la théorie de l'illusionnisme, il n'y a pas une classification des effets magiques. Chaque magicien peut faire plus ou moins ses propres regroupements, et j'ai bien envie ici d'ajouter dans cette catégorie tous les effets de surpuissance, comme par exemple le fait de pouvoir déchirer un annuaire téléphonique en deux, de tirer un camion en serrant une corde entre les dents, de soulever plusieurs centaines de kilos. Bref, vous voyez tous ces types de numéros qui sont à la limite entre l'illusionnisme et la prouesse physique, mais qui apportent une impression de surpuissance à celui qui la pratique. En termes de méthode, on est ici encore dans des disciplines qui peuvent ne pas être truquées, parfois. Donc parmi tous les numéros de ce type, certains sont des illusions, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la personne a une force incroyable ou qu'elle est transpercée par un objet, alors que ce n'est pas le cas. Mais on en trouve aussi qui sont réels, qui ne sont pas des illusions. Par exemple, la personne s'est entraînée sur des techniques qui lui permettent de concentrer réellement sa force pour soulever des centaines de kilos. Je vais prendre deux exemples pour illustrer ça. Tout d'abord, la marche sur le feu. Alors le principe, c'est qu'on étend un feu sur plusieurs mètres au sol, et puis on va marcher dessus, à pieds nus, directement sur les braises ardentes. On pourrait penser qu'on va se brûler à tous les coups. Il suffit d'approcher sa main d'un barbecue pour savoir à quel point ça chauffe. Eh ben non, ceux qui le pratiquent ne se brûlent pas, ou en tout cas pas à chaque fois. Pour réaliser ça, on peut soit tricher en appliquant un produit spécial, un isolant thermique, sur les pieds pour isoler un peu la peau de la chaleur du feu, mais on peut aussi tout à fait le faire naturellement, sans tricher, simplement en marchant assez vite, sans courir non plus, mais juste assez rapidement pour ne rester sur les braises que quelques secondes. L'un des principes qui rentre en jeu dans ce cas-là, c'est la notion de conductibilité de la chaleur par les matériaux. C'est-à-dire que si vous touchez une demi-seconde la peau d'un poulet qui vient de sortir du four à 200 degrés, vous n'allez pas vous brûler, pourtant il est à 200 degrés. Maintenant, imaginez faire la même chose sur la plaque du four qui est en métal, là ça ne sera pas la même chose. Dans notre histoire de marche sur le feu, la voûte plantaire elle n'est pas vraiment très sensible, et puis le charbon qu'on utilise n'est pas assez conducteur de chaleur pour que la peau soit brûlée en si peu de temps. Henri Brock, professeur et célèbre zététicien, en a fait la démonstration devant ses élèves de l'université de Nice-Sophia Antipolis en lisant un extrait de son propre livre dans lequel il donnait cette explication. Un autre exemple, ça va être les avaleurs de sabre. Il y en a qui trichent en utilisant un sabre truqué par exemple, mais il existe bel et bien une technique qui permet d'enfoncer un sabre dans l'œsophage. Donc il faut toujours rester vigilant face à d'éventuels charlatans, surtout quand ces pratiques sont payantes en dehors du cadre clair d'un spectacle, puisque d'une personne à l'autre, parfois c'est réel et puis parfois c'est truqué. Mais ça reste par contre toujours très impressionnant et souvent risqué aussi. Dans l'histoire de la magie, il y a eu beaucoup d'accidents, parfois mortels. Sûrement le plus célèbre, Harry Houdini, qui, en plus de l'escapologie, était aussi un grand spécialiste de ce type de numéro, et qui, on pense, serait mort à la suite d'un coup de poing donné dans le ventre. Un numéro qu'il faisait régulièrement, mais cette fois-ci, il n'avait pas eu le temps de se préparer. Et donc il en serait mort quelques jours plus tard. Bon, apparemment, il se plaignait aussi de douleurs au ventre déjà depuis plusieurs jours, donc il n'est peut-être pas mort exactement de ça, mais ça n'a pas dû aider, quoi. Sans être forcément toujours très magique, ce type d'effet est par contre toujours impressionnant pour le public, puisqu'ici on défie les faiblesses du corps humain et par extension la mort. Celui qui est invulnérable, il est potentiellement immortel.
Vous voyez que derrière ce type de numéro se cachent en réalité nos peurs les plus ancestrales, hein. Peur du feu, peur de se blesser, la peur des prédateurs, la peur de mourir, etc. On touche ici à des concepts qui existent depuis le début de l'humanité et qui font de nous des humains même, comme la conscience de nos faiblesses et de notre propre mort, mais qui sont aussi du coup les plus universels. C'est-à-dire que ça parle à tout le monde sur Terre, quelle que soit sa culture. Sans transition, on va maintenant parler du forçage Patheau. Il a été inventé par Roy Baker, il a été publié pour la première fois dans son livre Baker's Bonanza en 1968. Patheau, ça signifie Point at you, eliminate one, c'est-à-dire désigne-en deux, élimine-en un. Et voilà comment il se présente. Le magicien présente des objets sur la table, et il invite un spectateur à en désigner deux. Le magicien va en éliminer un, et puis ensuite on inverse les rôles, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul objet sur la table, celui qu'on a forcé. Je vais vous montrer l'exemple ici avec 5 cartes. Donc j'ai 4 As et un Joker. Et je vais essayer de forcer le Joker. Donc on peut mélanger, hein, bien sûr. Voilà, on étale les cartes. Et puis on va demander au spectateur de désigner 2 cartes, donc de poser ses index sur 2 cartes. Admettons qu'il désigne ces deux-là. Et bien moi, le magicien, je vais éliminer celle-là. Ensuite, c'est à mon tour, le magicien, donc moi par exemple, je vais dire ces deux-là. Et le spectateur élimine celle qu'il veut. Donc celle-là. Il n'en reste plus que 3. Maintenant c'est au tour du spectateur, admettons par exemple qu'il dise ces deux-là. Donc moi je vais éliminer celle-là. Voilà. Maintenant il n'en reste plus que 2. Je vais lui proposer de mettre son doigt sur l'une d'elles, donc par exemple celle-ci. Et donc il ne reste plus qu'une seule carte, et si on regarde les cartes qui ont été éliminées, c'est bien les 4 As, et la carte qui est restée, c'est bien le Joker que j'ai réussi à forcer. Présenté comme ça semble un peu étonnant que ça fonctionne, quand on ne connaît pas la méthode. Et pourtant, c'est à la fois très simple et très ingénieux, comme vous allez voir. En fait, quand c'est le spectateur qui désigne 2 objets, donc on va reprendre ça, admettons qu'il soit face en bas, quand c'est le spectateur, donc moi je sais que le Joker est ici, quand c'est le spectateur qui désigne 2 objets, par exemple ceux-là, eh bien soit il ne désigne pas l'objet qu'on souhaite forcer, par exemple ces deux-là. Dans ce cas-là, on est bon, on peut éliminer l'une des deux, peu importe, celle-là par exemple. Et si jamais il désigne l'objet ou la carte qu'on souhaite forcer, eh bien on éliminera forcément l'autre. Et quand c'est au tour du magicien, il suffit de poser ses doigts sur d'autres cartes que celles que je souhaite forcer. Donc le spectateur va en éliminer une des deux, mais de toute façon, celle que je souhaite forcer ne sera jamais éliminée. Bon, là je l'ai fait avec des cartes, hein, mais évidemment vous l'avez compris, on peut tout à fait le faire avec d'autres types d'objets, par exemple des pièces, pour forcer une année par exemple, ou encore des billets pour forcer un numéro, et puis éventuellement aussi plusieurs objets différents comme une montre, un stylo, un briquet, etc. Alors mine de rien, il y a quand même quelques subtilités à connaître. Déjà, quand il ne reste plus que 2 objets, si jamais c'est au tour du magicien de désigner les 2 objets, et donc au spectateur de choisir quel objet on élimine, il y a un risque qu'il élimine effectivement celui qu'on souhaite forcer. Donc dans ce cas, on va casser le processus et on va plutôt faire un forçage équivoque comme j'ai fait dans la démonstration. Dans l'autre cas, c'est-à-dire que si c'est au tour du spectateur de désigner 2 objets et au magicien de choisir celui qu'on va éliminer, là effectivement on ne va pas se tromper, on pourrait dans l'absolu rester dans le processus, mais moi je pense qu'il vaut mieux quand même retourner la situation pour faire un forçage équivoque pour les 2 objets, pour que ce soit le spectateur qui élimine, ou en tout cas qui ait l'impression de choisir lequel des deux on va éliminer pour le dernier objet, la dernière fois. Ce sera beaucoup plus percutant si c'est le spectateur qui a choisi à la fin. Deuxième chose, le spectateur doit avoir la sensation de faire des choix libres. D'ailleurs, c'est un petit peu le cas quand même. Donc vous devez toujours lui donner ce sentiment en disant des phrases du genre « comme vous voulez »,« est-ce que vous voulez changer », etc. Quand c'est au tour du magicien de poser les doigts, il est bon de faire semblant d'hésiter un peu, comme si on cherchait vraiment lesquels choisir. Par exemple, s'il en reste 4, ou même les 5, peu importe, alors on va dire je vais prendre celle-là et celle-là. Alors qu'en réalité, on sait exactement, par exemple, qu'il ne faut pas prendre celle-là. Donc on pourrait, au hasard, pointer sur n'importe lesquelles. Il ne faut pas aller trop vite, quoi. Il faut montrer qu'on hésite, parce que finalement, on a du choix, et on hésite, tiens, je vais prendre celle-là et celle-là. Voilà. Ça sera plus percutant. C'est un processus qui peut être un peu long s'il y a beaucoup d'objets. Donc par exemple, pour un jeu de cartes entier, on ne va pas faire ça sur les 52 cartes. Donc on va plutôt d'abord forcer à l'équivoque un paquet plus petit, ou bien contrôler la carte à forcer sur le dessus du paquet, et puis demander ensuite au spectateur de prendre une vingtaine de cartes du dessus du paquet. Donc la première sera celle qu'on voudra forcer. Ou encore de choisir un nombre et de compter autant de cartes
que le nombre qu'il a choisi et après on joue avec ces cartes-là. C'est pas forcément terrible ensuite d'enchaîner sur le forçage patéo puisqu'on pourrait se demander à quoi ça rime de faire tous ces simagrées alors qu'on aurait pu simplement prendre la carte de coupe. Donc il faudra justifier pourquoi on met en place ce petit jeu. Par exemple en disant qu'on va vraiment laisser le hasard faire les choses, qu'on va faire un petit jeu justement pour s'amuser un petit peu, quoi, voilà, pour varier un petit peu. Bon. En tout cas, il faut essayer de l'amener dans ce cas-là. S'il y a beaucoup d'objets, on peut aussi les regrouper d'abord en 2 piles. Et puis faire soit un forçage équivoque, soit demander au spectateur de commencer, et comme ça, nous, le magicien, on va éliminer la pile qui ne nous intéresse pas. Ça va permettre de casser le nombre en 2, et déjà, on en a beaucoup moins. Mais le mieux, c'est quand même, de toute façon, de faire ce forçage avec une dizaine d'objets maximum dès le départ. Au-delà, c'est lassant. Si jamais les objets sont tous identiques, par exemple des cartes face en bas, ou alors des objets différents mais cachés dans des tasses, enfin sous des tasses, ou dans des boîtes identiques et opaques, eh bien, il va falloir bien sûr veiller à identifier clairement celui ou celle qu'on veut forcer. Donc il ne faut pas la perdre de vue. Pour ça, on peut soit faire un marquage sur les cartes ou sur la boîte, ou alors tout simplement la suivre des yeux au moment du mélange. Ce qui est intéressant par exemple avec les cartes, ça va être de faire un mélange comme ça, et vous pouvez tout à fait garder la paume sur la carte à forcer par exemple. Ou alors la suivre des doigts si c'est le spectateur qui mélange, ou alors lui faire mélanger une partie, si on souhaite par exemple forcer cette carte-là, on peut lui faire mélanger une partie et nous on mélange l'autre en veillant toujours à faire attention où se trouve la carte à forcer au final. Le spectateur ne doit pas savoir qu'on a fait attention à une carte en particulier, mais nous en tout cas on l'a repérée, on sait qu'elle est là. Et enfin, vous vous en doutez, il est déconseillé de réutiliser le même processus de forçage plusieurs fois avec le même public, pour pas qu'il se doute qu'il y a quelque chose de truqué dans ce petit jeu et puis éventuellement qu'il devine. Et puis ensuite, pour la révélation, vous pouvez faire ce que vous voulez, comme avec n'importe quel forçage, lecture de pensée, coïncidence, prédiction, etc. C'est un forçage qui est très connu, dont le principe est brillant, mais qui est finalement assez peu utilisé, probablement à cause de sa non-répétabilité, et je suis pas sûr que ce mot existe. Pour finir ce mag magique, voilà quelques achats de magie que j'ai fait récemment et dont je voulais vous parler. On va commencer avec la baguette magique Pro, donc la Magician's Pro Wand avec un super accent anglais. Alors c'est une baguette en métal avec les bouts dorés, donc noir en métal avec les bouts dorés, je vais vous l'approcher un petit peu, voilà, elle est vraiment très très belle. Moi ce qui m'attirait avec cette baguette, c'est qu'on peut jouer sur sa taille, c'est-à-dire qu'en gros on peut défaire une partie, j'espère que c'est la bonne partie, oui, de toute façon il n'y a pas de sens. Et puis vous voyez qu'on a un bout supplémentaire qui nous permet de l'agrandir. Voilà. Et comme ça, donc, on peut avoir une baguette soit de 34 cm, soit de 24 cm en fonction de si on met ou pas cette partie supplémentaire. Ce qui est assez bien fait d'ailleurs, c'est que, quelle est la partie ou pas, elle reste très bien proportionnée. Alors qu'on aurait pu penser qu'elle aurait fait un petit peu épaisse une fois qu'on l'aurait raccourcie, mais en fait pas du tout. Elle coûte une trentaine d'euros quand même. Donc bon, moi je l'ai eu avec une petite réduction. Et il y a une petite astuce par contre, c'est qu'elle est aimantée d'un côté. Il y a un des embouts qui contient un aimant. Et ce qui est bien aussi, c'est que, alors je ne sais plus lequel c'est, mais on peut le défaire et récupérer l'aimant pour l'enlever si on souhaite ne pas avoir l'aimant d'un côté. Parce que ça rajoute un petit peu de poids. Au final, elle est un peu lourde. Pour l'avoir longtemps sur soi, toute une journée par exemple, voilà, ça commence un petit peu à peser. Mais elle est vraiment jolie et puis je pense qu'elle va avoir une belle place dans ma collection. Deuxième achat que j'ai fait récemment et que je cherchais depuis des années, un jeu Bicycle Rider Back avec uniquement des cartes double index. Gaffe index. Alors peut-être que ça existait déjà et que j'étais passé à côté, mais en tout cas la boutique française Magica Planet l'a fait récemment dans sa gamme de jeux Bicycle spéciaux, où vous pouvez trouver des jeux avec des lettres, des chiffres, des symboles ESP, etc. Et franchement ce jeu Gaffe Index, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, c'est l'un des achats les plus utiles et rentables qu'on puisse faire en matière de cartes truquées à mon avis. Je ne les montrerai pas, mais vous avez là-dedans plusieurs cartes gaffe comme des cartes fusionnées par exemple, mais surtout plusieurs recharges de Bonto, B-Wave, les 4 dames, etc. Alors que d'habitude ça coûte une dizaine d'euros chacune. Là pour 18 euros, ou parfois même moins cher avec des promotions, vous avez 56 cartes, plus une vidéo d'1h40 qui est présentée par Anthony Stan, dans laquelle il explique 15 routines qui sont plus ou moins classiques, utilisant systématiquement les cartes double index du paquet.
Donc ça s'appelle le jeu Gaffe Index, ça coûte 18 € et je vous le recommande vraiment les yeux fermés. J'ai acheté aussi il y a quelques semaines Emoji Prédiction, que vous connaissez peut-être, hein, qui est édité par Magic Dream. C'est un effet de mentalisme avec des jetons de casino sur lesquels ont été collés des stickers de smiley. Donc déjà l'idée est très bonne je trouve. Et bien sûr le magicien va pouvoir prédire le choix du smiley que le spectateur va faire. C'est assez beau, c'est très sympa, les jetons sont vraiment de bonne qualité. Ils sont lourds, ils sont en métal, hein, comme tous les jetons de casino. Et donc voilà, le spectateur va dire par exemple je choisis le cœur ou je choisis la crotte ou le pouce, etc. Avec cette flèche-là. C'est un tour qui est assez adapté aux enfants, pour les enfants aussi, donc c'est assez intéressant pour ça. Et puis il coûte 17 €, alors il est souvent en promotion avec les promotions Magic Dream, donc ça peut sembler un petit peu cher, mais franchement le matériel est de bonne qualité, le tour est vraiment bon, par contre impossible de le refaire une seconde fois aux mêmes personnes. Donc ça, forcément, ça peut rebuter notamment les amateurs qui font généralement les tours à leur famille ou à leurs amis. On en a déjà parlé, hein, mais c'est vrai que du coup, c'est pas forcément évident d'acheter 17 € un tour qu'on va faire que 2-3 fois dans sa vie. Et alors, quand je vous disais que la baguette était aimantée, hein, c'est de ce côté, voilà. Oui, parce que les jetons de casino sont aimantés, enfin sont en fer, et donc du coup, peuvent être aimantés par un aimant. Mais ça, on en reparlera lors d'une prochaine vidéo. Enfin, vous connaissez mon penchant pour les sacoches et autres petits porte-monnaies. J'ai trouvé chez Pull&Bear, c'est un magasin d'habits pour ceux qui ne connaissent pas, un porte-monnaie carte, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, pour une dizaine d'euros. Alors c'est du cuir je pense, en tout cas c'est assez épais, c'est une bonne qualité, je vous le mets ici. Alors il ressort noir là, j'ai l'impression à la vidéo, ou même un peu marron. En réalité il est gris, gris anthracite, on va dire, un petit peu clair quand même. Il y avait plusieurs couleurs il me semble. Donc très bonne qualité. Et l'intérêt en fait c'est que vous allez pouvoir à la fois mettre vos pièces dans le compartiment à pièces, voilà, j'espère qu'on voit bien, ça a l'air sombre, et en même temps vos cartes, je vais reprendre mon joker de tout à l'heure, vous allez pouvoir mettre vos cartes ici, donc vous allez pouvoir mettre vos tours de petits paquets à l'intérieur des petites poches, et ce qui est pas mal donc c'est que d'un côté il y a deux poches comme ça horizontales on va dire, enfin, ouais, c'est ça, horizontal. Et de l'autre côté, il y a 3 poches verticales. Donc voilà, ça passe, mais c'est un petit peu serré. Un des inconvénients, c'est que vos cartes ne vont pas rentrer entièrement, donc elles ne seront pas entièrement protégées, donc elles risquent de s'abîmer éventuellement ici à l'extérieur. Mais ça peut être solutionné en les plaçant dans autre chose, peut-être pas dans la poche directement par exemple, mais en tout cas, ça peut être pratique pour transporter plusieurs petits paquets et des pièces en plus. C'est assez stylé, je trouve, et puis franchement, pour 10 €, mais ils étaient même à 8 € je crois à une période, ou 7 €, et puis après ils ont augmenté à 10 €, bon ok. Mais voilà, je trouve que c'est un achat qui peut être intéressant pour un magicien. Voilà, j'espère que les sujets qu'on a abordés dans cette vidéo vous auront intéressé. Pensez au pouce en l'air dans ce cas-là. Moi je vous laisse sur la traditionnelle citation magique, et je vous dis comme d'habitude à bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.